Bonjour Fatou Diop. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau TV5 Monde avec un nouveau roman qui s'appelle Les Veilleurs de Sangomar, qui est publié donc chez Albin Michel, dans une collection absolument mythique. On va en parler dans quelques instants. Vous aviez écrit il y a quelques mois, je vous avais reçu d'ailleurs sur ce plateau, Marianne porte plainte. Vous étiez en colère au moment de l'élection présidentielle, vous aviez peur finalement pour la France. Et oui, et j'ai fait mon tour de France pour faire mes meetings au nom de Marianne, pour parler des valeurs de Marianne. Et puis, nous avons bien voté. Mais restons vigilants. Finalement, vous aviez peur de quoi en réalité? J'avais peur des loups qui voulaient prendre le pouvoir. J'avais peur des gens qui divisent les enfants de Marianne. Donc moi, j'appelais pour le rassemblement, la fraternité des enfants de Marianne. Oui, vous dites au fond des deux côtés, là, parce que là, ce roman va nous amener en Afrique, notamment au Sénégal, et en France aussi. Vous dites au fond, c'est une seule et même patrie pour vous? Oui, dans mon paysage mental, mon espace d'écriture, la France et le Sénégal ne se battent pas en duel. Donc, j'écris, ma littérature, c'est l'alliage de mes deux mondes. Et donc, de chacun de ces mondes-là, je prends quelque chose qui vient s'additionner à l'autre partie pour donner exactement ce que je suis et ma manière de réfléchir et d'écrire. Oui, il y a un mot qui revient dans ce roman, c'est sillage. Oui. Vous dites au fond, il faut aller de l'avant. Comme les pêcheurs, hein, vous dites, il faut avancer. Oui, vous savez, je suis née sur une île. Et alors, une île, ça peut être une prison, n'est-ce pas? Parce qu'elle est encerclée. Donc, mais c'est aussi quelque chose qui s'ouvre sur le monde. Depuis l'île, vous pouvez partir de n'importe quel côté, vous pouvez prendre la mer. Mais la mer, c'est aussi quelque chose qui enferme, qui encercle. Et c'est juste, on choisit soi-même comment on vit cette situation géographique-là. Est-ce qu'on s'ouvre pour tracer son sillage ou est-ce qu'on reste sur l'île pour s'enfermer? Oui. Ben, en étant ici devant vous aujourd'hui, ben, ça prouve que moi, j'ai en tout cas osé quitter l'île. Oui, oui, vous aviez écrit un roman marquant le ventre de l'Atlantique. Vous racontiez comment les hommes s'en vont et les femmes restent, partir comme ça vers cet Eldorado occidental. Mais là, dans ce livre, vous nous parlez d'une forme de deuil, au fond. Oui. C'est-à-dire, c'est une héroïne qui s'appelle Kumba, dont le mari est mort dans ce naufrage du Jola. C'était en 2002. Et elle parle finalement aux esprits. Oui, parce qu'elle a une telle douleur qu'elle ne pourrait convoquer son homme. Elle dit que le bon Dieu ne peut manquer d'imagination au point de n'avoir pas d'autre monde à lui proposer. Donc son monde ne peut pas être que le monde de la douleur. Et elle imagine un espace dans cet univers où son homme survivrait avec tous les voyageurs du Jola. Et donc toutes les nuits... Qui étaient presque 2000, hein? Qui étaient presque environ 2000 personnes ont péri dans cette catastrophe du Jola. Elle considère que ces gens-là peuvent encore se trouver sur l'île mythique de Sangomar parce que cette île, c'était un lieu de culte de l'animisme. On imaginait les âmes des défunts là-bas. Et Kumba convoque son homme toutes les nuits. Pendant 4 mois, 10 jours, elle convoque les âmes des morts et discute avec pour reconstituer leur destin, leur parcours. Alors, elle va évidemment dialoguer avec Bouba, qui est une forme d'histoire d'amour absolument extraordinaire. Ça dépasse tout, finalement, cette histoire. Oui, c'est la fidélité d'une femme, c'est aussi la survie avec le manque. Comment tenir debout quand il y a des trous sous nos pas? Comment tenir debout quand tout ce qui comptait pour vous disparaît du jour au lendemain? Et Kumba, elle essaie de bâtir sur cette absence-là. Elle dit un cahier, un stylo, et elle va transformer l'Atlantique en Taj Mahal pour Bouba. Donc sa preuve d'amour ultime, c'est sa fidélité amoureuse. Mais aussi, c'est une manière d'offrir une stèle à tous qui sont morts avec Bouba. Oui, parce que c'est aussi, ce livre raconte cette histoire vraie, hélas, dramatique, terrible, un des plus gros drames qu'ait connu l'Afrique contemporaine. Parce que c'était prévu pour 550 personnes. Et quand 2000 personnes meurent d'un coup, il n'y a pas que le Sénégal qui a été touché. Il y a des gens qui étaient en voyage. 2000 personnes, il y avait plusieurs nationalités. Et toutes ces douleurs-là, Kumba les imagine. Et c'est un chant, un poème d'amour pour rendre hommage à tous ces morts, mais aussi à tous qui pleurent des êtres chers. Elle dit qu'elle ne peut pas accepter que le Sénégal soit, par exemple, comment ça donne l'image d'un cimetière lointain pour des Occidentaux qui ont perdu des membres de leur famille. Et pour donner un peu de respect à tous ces gens qui souffrent, Elle dit « j'écris pour qu'on ne les oublie pas ». Oui, oui, et au fond aussi pour dire ce qu'ils ont été, oui. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment dit la vérité sur ce qui s'était passé.
je ne veux pas culpabiliser les Occidentaux, mais je veux quand même dire ceci. Quand des catastrophes se passent dans des pays du tiers-monde, on a l'impression que l'opinion internationale est indifférente. D'accord? Et donc, moi, j'aimerais tout simplement qu'on se dise que 2000 personnes qui meurent, ce sont 2000 personnes qui quittent notre humanité commune. Et que ça devrait nous bouleverser davantage. Et moi, pendant toutes ces années, ce livre-là restait dans ma tête parce que c'était quand même pire que le Titanic. Et bien, le Titanic est devenu mythique. Et bien, moi, je ne voulais pas que le Joola sombre dans l'oubli. Oui, les veilleurs de Sangomar, Fatou Diom, que je disais, le sillon, parce que c'est le mot... Le sillage. Le sillage, c'est le mot finalement que l'on retient. On voit sur cette couverture d'ailleurs les ondes sur l'eau. Qu'au fond vous dites, et à travers le deuil qu'il faut surmonter, vous dites qu'il faut aller de l'avant. Et au fond c'est le message que vous portez à l'Afrique aujourd'hui, plus généralement. Oui, et puis dans tous mes livres, déjà dans Le ventre de l'Atlantique, qui date de 2003, je disais, tout arrêt est mortel. Tout arrêt est mortel. Qu'on s'arrête dans le bonheur ou dans le malheur, s'arrêter, c'est mortel. Parce que c'est ne plus progresser, c'est ne plus créer, c'est ne plus imaginer, c'est ne plus aller de l'avant, c'est ne plus s'autoriser la découverte et l'émerveillement. Et alors, je préfère le sillage. Je viens d'un peuple marin, je suis née sur une île, je suis élevée par un grand-père pêcheur, donc le sillage est salutaire. Parce qu'il vous amène toujours vers quelque chose. Et donc, le cap promet toujours beaucoup plus que le quai. Oui, mais c'est ça que vous dites au fond à l'Afrique, parce qu'il y a une interview importante que vous avez donnée au journal Le Monde, qui a fait beaucoup de réactions, où vous disiez, vous dénonciez finalement ceux qui utilisent le langage sur le colonialisme en disant c'est un peu un fonds de commerce pour certains, qui les empêche finalement d'aller de l'avant, et de regarder autre chose, les réfugiés, les situations d'aujourd'hui, plutôt que de toujours se tourner vers ce qui s'est passé avant. Et vous savez qu'en le disant, j'imaginais déjà la volée de bois vert. Eh bien, ça ne me fera pas reculer sur mon opinion. Je considère qu'on peut toujours s'émouvoir du nombre de victimes de Néron. Hélas, nous ne pouvons plus rien pour elles. Donc, écoutons les douleurs d'aujourd'hui, essayons de trouver des solutions. Je n'ai pas demandé l'amnésie. Voilà, on peut commémorer, penser à enseigner l'histoire, savoir exactement qui nous sommes, d'où nous venons. Et moi, je ne veux pas que le souvenir voile l'horizon. J'ai envie d'avancer. Donc oui, certes, nos douleurs ont existé, mais vous savez quoi, les malheureux d'aujourd'hui, eh bien, je peux tenter quelque chose pour eux. Les malheurs d'avant-hier ou des siècles précédents. Moi, je veux juste veiller à ce qu'on ne les oublie pas pour que ça ne se reproduise pas, mais je ne veux pas être monoté par le passé. Oui. Voilà, moi je suis dans ma barque et je rame vers l'avenir. Oui, mais alors vous avez dit aussi dans cette interview, vous avez dénoncé les dirigeants africains. Oui. Vous dites, les dirigeants se taisent, et quand les dirigeants se taisent, le peuple rampe. Je dis quand les dirigeants baissent la tête, le peuple se met à genoux. Donc l'Afrique ne peut pas se contenter de rester à genoux. C'est 54 pays, c'est une jeunesse formidable. Donc tout ce qu'on regarde comme nos défauts d'aujourd'hui pourrait devenir des atouts. Ça dépend l'angle d'approche. Et moi, je voudrais dire à la jeunesse africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n'est pas un projet. Le ressentiment, ce n'est pas un avantage. C'est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se dise ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. Et que ce troisième millénaire, il est aussi le nôtre. Et je ne peux pas le passer avec un statut de victime. Je ne suis pas que cela. Avant l'esclavage et la colonisation, l'Afrique avait aussi une histoire et des valeurs à défendre. Et quand on regarde les vraies valeurs, eh bien, elles sont toujours universelles. Donc, je voudrais dire à la jeunesse africaine, levez-vous et appropriez-vous votre destin. Il ne faut pas que le passé vous possède. Possédez votre passé et créez votre futur. Oui, vous dites aussi à l'Union africaine, par exemple, vous l'accusez d'être silencieuse. Oui. Vous dites elle ne dit rien sur la question des réfugiés. Oui, et au fond, vous mettez en cause les dirigeants africains aujourd'hui. Mais oui, parce que moi, je ne les entends pas parce que je suis une fille d'Afrique. Et je voudrais aussi, quand il y a des tragédies, j'ai été parler souvent pour l'immigration. On m'invite tout le temps pour parler de l'immigration. Mais moi, qui je suis minuscule. Mais ceux qui ont les plumes, qui signent les décrets, ceux qui nomment, ceux qui décident, ceux qui signent les contrats internationaux, ceux-là, moi, je voudrais les entendre. Parce que moi, je suis impuissante. Mais eux qui décident. Moi, je voudrais, quand il y a des tragédies, je voudrais les entendre juste dire la douleur de l'Afrique. Nous ne pouvons plus accepter cela. C'est quoi notre proposition? Parce que si nous n'en avons pas,
eh bien, nos partenaires décident, hélas, pour eux-mêmes, mais aussi pour nous. Donc, si vous ne choisissez pas, eh bien, on choisira pour vous. Et je voudrais que l'Afrique fasse entendre ses choix. Oui, vous dites au fond, je me considère comme libre. Ah, mais et c'est parce que je me considère libre que je le suis, en fait. C'est ça, au fond. Mais exactement. La liberté, ce n'est pas une signature. Ce n'est pas qu'une carte d'identité. C'est aussi un état d'esprit. La liberté, c'est une posture dans la vie. C'est une démarche. Donc, c'est une lutte quotidienne. Et moi, je me vois comme quelqu'un de libre. Et aussi, de manière purement factuelle, moi, je suis née en 68 au Sénégal. Le pays était déjà libre depuis 1960. D'accord? Les Aimé Césaire, les Senghor, les Cheikh Anta Diop, les Blaise Diagne, les Gaston Berger, tous ces gens-là ont lutté avant moi. Mais de quel droit pourrais-je aujourd'hui invalider leur lutte et me dire que ce qu'ils avaient à faire, eh bien, c'est à refaire? Mais non. Ils ont affronté leur époque. J'affronte la mienne. Ils luttaient contre des colons. Eh bien, moi, je lutte contre les passeurs de l'immigration. Je lutte contre ceux qui exploitent l'Afrique aujourd'hui et ne payent pas leurs impôts ou ne payent pas les ressources de l'Afrique au juste prix. Ça, c'est mon combat d'aujourd'hui. Oui. Eh bien, les aînés, ils ont fait leur combat. Ils étaient debout dans leur époque. Eh bien, je peux rester debout et tracer mon sillage dans mon époque. Oui, bon, vous dites, même, vous allez encore plus loin, Fatou Diom, vous dites, au fond, on utilise ce discours-là pour ne pas parler de ça. Oui, c'est ça que vous dites. Eh bien, parce que c'est tellement confortable. Vous savez, quand vous parlez de l'esclavage et de la colonisation, vous n'avez pas de risque, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour condamner. Donc, qu'est-ce que vous risquez? Vous répétez la même chose. Vous répétez Senghor, vous répétez Césaire, on vous donnera toujours raison. Parce qu'ils étaient formidables, ils ont mené le combat. Et moi, je veux entendre des propositions. Donc, au lieu de me répéter la même recette de cuisine, moi, j'aimerais voir quelqu'un qui me propose d'autres goûts, d'autres saveurs, un autre état d'esprit pour lever l'Afrique et s'élancer vers le futur. Merci beaucoup, Fatou Diom. Ça s'appelle Les Veilleurs de Sangomar. C'est votre nouveau roman publié chez Albin Michel. C'est fascinant, palpitant. Et restez éveillé. Voilà, restez éveillé. Merci, Fatou Diom. Merci.